Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver de nouveau cette semaine pour une nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir, avec un grand plaisir, notre ami et collègue Brahim Mansour. Merci Brahim d'avoir accepté notre invitation. Brahim, vous êtes chercheur associé et directeur de l'Observatoire du Maghreb et à l'Institut de Relations internationales et stratégiques IRIS. Vous intervenez à l'IRIS SUP en tant qu'expert en stratégie internationale. Vos recherches portent principalement sur le Maghreb ainsi que sur la politique étrangère des États-Unis en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Vous vous intéressez particulièrement à la gouvernance et à la diplomatie publique et au rôle des acteurs non étatiques tels que les ONG, syndicats, groupes d'influence, médias internationaux, etc. Donc, vous êtes auteur du livre, et c'est que j'en présente ici, Algérie, un roman diplomatique, paru en 2024. Euh, euh, bon, 24 ou 23, aux éditions Eros. Eros, ça se prononce comme ça. Un ouvrage qui nous donne des clés de lecture pour mieux comprendre ce pays au-delà des clichés. Donc, à juste titre, dans cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre d'une réflexion que mène le Careb actuellement sur les transformations de l'État dans le monde arabe, Brahim questionne le paradigme de l'État rentier par rapport au cas algérien. Ce modèle est souvent associé à des pays riches en ressources où les revenus pétrolier constitue la principale source de financement de l'État. Par ailleurs, il a des implications profondes sur la gouvernance, le développement économique et la stabilité sociale dans les pays concernés. Lors de cette conférence, Brahim tente d'expliquer que la théorie de l'État rentier ne couvre pas toute la réalité si complexe de l'Algérie, qui offre un cas d'étude intéressant sur les limites de cette approche. À vous la parole. Bonsoir, merci Asma, merci au CARAP et Salam Kawakib et à toute l'équipe du CARAP pour cette invitation. Euh, oui, la question, donc la réflexion sur cette question intéressante liée à la théorie de l'État rentier et les implications, en tout cas, ou l'impact de la situation d'un État rentier à la fois sur le plan économique, le développement économique d'un pays concerné, mais aussi la nature politique du système politique du pays, comme l'Algérie. Euh, donc, j'ai déjà évoqué, notamment dans le deuxième chapitre du livre, est intéressant dans le sens où, depuis quelques années, il y a quand même des chercheurs qui ont commencé, bien évidemment, avant moi, je n'invente rien, à remettre en cause, en question, cette théorie émergé, qui a émergé notamment en 70 par Hossein Madab, et donc qui a pris plutôt l'Iran comme cas d'étude, et puis qui a été donc un concept qui a été repris par la suite. Pour donner une petite définition de ce qui est un État rentier, en fait, donc on pourrait qualifier un État rentier, celui qui tire au moins la majorité ou la totalité de ses revenus de l'exportation des ressources naturelles, principalement pétrole et gaz, au moins pour ce qui concerne l'Algérie. Donc, ce qui implique des revenus donc, qui viennent de l'extérieur, donc externe externe à l'État ou au pays. Et donc, parmi les caractéristiques également, au sein d'un État rentier, euh, l'exportation, les revenus externes excluent le besoin, en tout cas, de l'État de chercher le consentement de la population. Euh, C'est-à-dire la situation d'État rentier inverse en quelque sorte la relation en termes de contrat social, inverse le contrat social. Dans un État dit fiscaliste ou qui tire ses ressources de la fiscalité euh, dépend plutôt, donc, est plutôt dans un contrat social où le citoyen cède
donc une partie de ses ressources via les impôts, par exemple, en contrepartie des services publics. Euh, Contrairement donc à cela, l'État rentier va plutôt redistribuer ou distribuer les revenus donc, acquis par l'exportation notamment, donc par les revenus externes, de l'allégeance, donc en quête d'allégeance. Cette distinction est importante, ou ces caractéristiques sont importantes, comme on va traiter le cas de l'Algérie, qui, à partir de cette définition, s'inscrit dans ce modèle d'État rentier, car je rappelle par exemple que l'État algérien dépend à 95% environ de l'exportation. Donc, 95, pardon, le gaz et le pétrole, les hydrocarbures représentent environ 95% des exportations. Et puis, les revenus de l'État ou les hydrocarbures représentent environ 60% des recettes, des revenus de l'État, ce qui crée une dépendance de fait aux hydrocarbures de l'État et de l'économie du pays à l'exportation des hydrocarbures. Et où ensuite, le paradoxe aussi de l'économie algérienne, ou le paradoxe algérien par rapport à tout le potentiel économique que détient le pays. Je vous rappelle que c'est le 10e plus grand exportateur du gaz au monde, 16e réserve au monde, donc avec en plus d'autres ressources minières. Mais en même temps, la population ne profite pas en tout cas pleinement de ces ressources, de ces revenus, même si, bien évidemment, le pays, depuis son indépendance, les revenus en tout cas rentiers, ont permis, bien évidemment, la construction de routes, d'autoroutes, d'infrastructures globalement, des structures liées à la santé, à l'éducation, bien évidemment, qu'on pourrait aujourd'hui aussi, dont on pourrait remettre en cause aujourd'hui la détérioration, bien évidemment. Euh, et le caractère, peut-être le dernier point aussi, le caractère autoritaire d'un régime. Donc l'État rentier est défini aussi par rapport à ça, à ce caractère autoritaire de son système. Donc dans ce cas également, on retrouve les mêmes caractéristiques. Sauf que on a pu observer, en tout cas à travers l'histoire du pays, le système, la résilience en tout cas du système algérien à des tentatives, je disais dans le livre, ces tentatives de démocratisation, ne serait-ce qu'en 89 avec la réforme constitutionnelle et l'ouverture du système politique au multipartisme et l'ouverture aussi de l'espace médiatique à la presse écrite notamment dite privée, ou en tout cas non étatique. Euh, et puis, en 2019, donc l'élan ou l'espoir qui a été suscité par le Hirak également a donné de l'espoir pour une occasion, en tout cas, de réforme du système démocratique ou semi-démocratique, mais en tout cas, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une régénération ou résiliation, en tout cas, du système qui maintient toujours une forme d'autoritarisme qui se manifeste notamment dans des arrestations de militants, des interdictions en tout cas de certains partis, des partis politiques ou associations dissoutes. Et puis, il y a eu aussi au niveau des élections qui se transforment partiellement comme un moyen de légitimation du système et moins un moyen en tout cas d'expression de la volonté populaire. Euh, donc, je ne vais pas non plus m'étaler sur la remise en cause, sur le volet économique qui a été traité notamment par une collègue, une économiste comme Fatiha Talahit, qui a beaucoup publié sur cette question également.
mais plutôt le volet politique qui m'intéresse, car lorsqu'on revient sur le paradigme de l'État rentier, on sent quand même une forme d'une approche holistique et holiste et qui englobe notamment l'ensemble des États du Moyen-Orient, principalement bien sûr les pays rentiers qui détiennent les ressources énergétiques, donc avec une forme d'exceptionnalisme au Moyen-Orient. Donc, on a considéré le Moyen-Orient comme fondamentalement des États fondamentalement autoritaires et qui sort d'ailleurs qui sort de l'histoire en quelque sorte, ou qui ne veulent pas intégrer l'histoire, en tout cas le processus de changement qu'on a connu. Sur le plan économique également, le fait que des pays asiatiques, par exemple, la Corée du Sud, qui a su émerger donc, dans l'économie, passe, en tout cas, rejoint les pays émergents, ont en quelque sorte renforcé cette théorie ou donné raison en quelque sorte à cette théorie. Sauf que sur le cas algérien, on va voir qu'il y a une sorte de, je dirais, l'origine autoritaire, ou en tout cas l'origine du raidissement, en tout cas du système politique algérien, revient à des facteurs multiples, notamment qui remontent à l'histoire, à l'histoire du pays, l'histoire récente bien sûr du pays. On peut citer le cas, bien sûr, la colonisation et la guerre de libération. La colonisation et la guerre de libération qui ont déjà propulsé des militaires sur le devant de la scène aux dépens des politiques. Et cela s'est traduit progressivement par l'opposition entre l'état-major de l'armée qui était basé au Maroc à l'époque, donc pendant la guerre d'indépendance, et le GPA, le gouvernement provisoire algérien. Et puis, à l'indépendance, cela également a rapidement, cette opposition a rapidement donné lieu à ce qu'on appelait donc l'été, la crise de l'été 62. Je rappelle également que Ben Bella, avec le couple Ben Bella Bouloudien, par exemple, qui ont, euh, qui ont pris le pouvoir, en tout cas par la force, et, euh, et le système s'est rapidement figé, je dirais, par rapport à cette crise, en tout cas conflictualité. Et comme je disais, la guerre de libération, la violence aussi de la guerre de libération a rapidement exclu l'espace, en tout cas l'espace à la contradiction, la contradiction des opinions. Puis, euh, lorsqu'on parle de guerre de libération également, c'est pratiquement le seul pays, peut-être le seul pays, l'Algérie, dans lequel la constitution de l'armée précède même la construction de l'État. C'est depuis l'indépendance, l'armée algérienne s'était déjà formée pendant la guerre de libération. Donc la construction de l'État, l'armée a contribué à la construction de l'État, ce qui lui donne, en plus de la légitimité historique et révolutionnaire de la guerre de libération, pérennise en quelque sorte une forme de légitimation par ce devoir de construction de l'État par la suite. Euh, et euh, je rappelle par exemple la question, cette question de primauté ou ce débat sur la primauté du civil sur le militaire qui remonte au moins au congrès de la Somme, donc en 1956, a ressurgi pendant le Hirak, au moment où des manifestants, parmi les slogans des manifestants, c'était on voulait un État civil non militaire. Donc, cela contribue en quelque sorte à ce débat sur l'origine de l'autoritarisme, en tout cas d'un point de vue historique. Et puis, il y a l'influence idéologique
l'influence idéologique, notamment dès l'indépendance du pays, qui s'inscrit dans un cadre plus large, marqué par la guerre froide, la confrontation idéologique de la guerre froide. L'indépendance de l'Algérie aussi s'est traduite par un rapprochement avec l'Union soviétique qui a d'ailleurs influencé d'un point de vue idéologique la plupart même je dirais des mouvements révolutionnaires indépendantistes en Afrique. Euh, avec aussi notre héritage, on revient à l'héritage français, l'État jacobin français qui défend bien évidemment la construction d'un État fort, centralisé. À cela, on peut rajouter exactement aussi l'influence du nasserisme, donc d'un nationalisme arabe porté par Jamal Abdel Nasser, donc en Égypte, et bien évidemment lorsqu'on regarde les relations intimes qui se sont tissées, par exemple avec le premier président algérien, Ben Bella et Nasser, on voit déjà directement, on comprend directement l'influence du nationalisme arabe et donc un socialisme également orienté, comme je disais, vers le modèle de l'Union soviétique avec le parti unique parmi d'autres. Sur le plan diplomatique, j'ai 15 minutes, c'est ça? Oui. Voilà pourquoi, je dirais, au moins sur le plan politique, on peut remettre en cause donc, cette théorie de l'État rentier et qui considère comme donc, la rente pétrolière et gazière comme principal facteur, je dirais, d'un comportement en tout cas, politique de l'État, si vous voulez. On peut rajouter aussi l'espace géographique. Donc, un État, je ne vais pas revenir à Montesquieu sur la République ou l'espace, l'influence de l'espace sur le système politique, mais en tout cas, une géographie, pour revenir je dirais, à une explication récente, en Algérie, la géographie, la nature gigantesque, je dirais, du territoire algérien contribue aussi à créer une espèce de paranoïa même sur le fait que le pays est susceptible d'attiser je dirais les appétits ou des volontés en tout cas de déstabilisation. Ce n'est pas seulement une affaire de discours, mais il y a quand même, on sent quand même chez les dirigeants algériens euh, une emprise de cette paranoïa, bien évidemment, qui peut en même temps s'expliquer par l'évolution de ces 25 dernières années, au moins, ou 20 dernières années, au moins depuis l'intervention américaine en Irak, ce qui se passe. Ce qui s'est passé plus récemment donc en Libye, en Syrie. Donc, il y a actuellement, bien évidemment, au moment où on parle des frappes israéliennes, par exemple, tout ça, en à mon sens, contribue, que ce soit pour le cas de l'Algérie ou autre, à un certain raidissement système politique. Bien évidemment, expliquer, ce n'est pas justifié, c'est loin de là, parce que, en plus de tout ça, il y a toujours le système rentier, même si je remets en cause l'explication par rapport, je dirais, l'explication de cette théorie par rapport à l'origine de l'autoritarisme, mais quand même, les caractéristiques existent, notamment le fait que la rente encourage aussi la corruption par le truchement d'une redistribution clientéliste des ressources, etc. Sur le plan diplomatique, qui est aussi intéressant, on pourrait même se demander si on peut qualifier la diplomatie algérienne aussi d'une diplomatie de la rente, parce qu'elle est principalement fondée sur le gaz. Dans le passé, certes, il y a eu un passé révolutionnaire, donc la diplomatie algérienne post-indépendance était propulsée par l'héritage révolutionnaire,
mais avec une parenthèse assez quand même longue dans le temps, donc je dirais un repli diplomatique qui a duré quand même plusieurs années, qui remonte aux années 80, dans lequel j'inclus même la période de Bouteflika, les 4 mandats sur Bouteflika. Je vais expliquer pourquoi, je peux expliquer pourquoi. Euh, Cela a créé quand même une certaine rupture avec cet héritage et qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens cherchent bien évidemment à capitaliser sur cet héritage, mais principalement, c'est la diplomatie du gaz sur laquelle ils s'appuient. Et donc, on peut se poser sur l'efficacité d'ailleurs de cette stratégie lorsqu'on regarde les relations qu'elle entretient avec des pays, notamment comme l'Espagne par exemple, l'Union européenne, avec lesquels l'Algérie devient aujourd'hui, depuis les sanctions contre la Russie, deuxième fournisseur en gaz, premier fournisseur de gaz en Italie par exemple, pour l'Italie, etc. Mais cela n'influence pas pour autant, de façon en tout cas considérable, les prises de position de ces pays. À titre d'exemple, l'Espagne, ou récemment, plus récemment, le président Macron, qui ont décidé donc de soutenir la position, par exemple, marocaine sur le dossier du Sahara occidental, à titre d'exemple. Et puis, la diplomatie du gaz repose aussi, participe je dirais, de par cette diplomatie de rente, on tombe également dans la même vulnérabilité sur le plan économique, c'est-à-dire à chaque, je dirais, le rebond diplomatique, si j'emprunte le titre de mon livre, euh, s'appuie sur la flambée des prix du pardon, des prix des hydrocarbures. En même temps, à chaque période de chute des prix des hydrocarbures, ça se traduit par une crise politique, économique, y compris un repli diplomatique. Donc aujourd'hui, même si les, les- les- l'accroissement des prix du gaz, notamment, conforte la diplomatie algérienne, mais il fait, mais quand même, on voit en même temps ses limites. Euh, c'est la même chose par rapport à cette rente, l'effacement de la dette en 2013, par exemple, d'environ 14 pays africains, euh, sans contrepartie. Et également, cela aussi peut s'inscrire dans cette diplomatie de rente dont on ne voit pas non plus une efficacité réelle. Ne serait-ce que le Mali, par exemple, comme exemple, le revirement des relations entre l'Algérie et le Mali montre clairement les limites de cette stratégie. Euh, et puis, deuxième volet, je dirais, de cette diplomatie de rente qui n'est pas liée aux hydrocarbures, mais plutôt au terrorisme, donc à la lutte internationale contre le terrorisme, qui, depuis dans les années 2000, avec bien évidemment la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, l'Algérie avait bénéficié en quelque sorte de bonnes relations, en tout cas d'une forme de légitimité de l'extérieur, une forme de légitimation extérieure, grâce en tout cas, en vantant en tout cas l'expérience de l'État algérien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi au niveau régional, non pas au niveau régional, donc se vantant comme acteur régional, donc acteur de stabilité, de lutte contre partenaire en tout cas clé, comme ça a été répété par plusieurs acteurs, que ce soit Washington ou Bruxelles, qui reconnaissent de fait l'Algérie comme un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme. Sauf que cette stratégie est en train de s'essouffler, non seulement pour l'Algérie, mais dans le monde. On ressent dans différents pays, notamment concernés dans la région Moyen-Orient, une forme de lassitude par rapport à ce discours de guerre contre le terrorisme. D'ailleurs, on entend rarement aujourd'hui des dirigeants parler encore de lutte de guerre contre le terrorisme. Et toute
je dirais, tous les longs diplomatiques ou de partenariat ou de coopération sécuritaire qui a été encouragé par les États-Unis dans les années 2000 et renforcé en quelque sorte avec les attentats en France en 2015, oui, 2015 et autres, y compris par l'opération Barkhane. Mais aujourd'hui, on sent un essoufflement. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, la diplomatie algérienne se retrouve dans cette situation de difficultés auxquelles s'ajoutent d'autres facteurs externes comme les développements récents dans la région, au Mali, avec les différents coups d'État, donc Niger et Mali, au Mali principalement, dont Assimi Goïta, donc, porté au pouvoir par le dernier coup d'État, remet en cause l'accord d'Alger, par exemple, la médiation algérienne dans les négociations intermaliennes, par exemple, la situation en Libye, et également la présence d'acteurs étrangers dans la région, des acteurs plus agressifs, je dirais plus actifs en tout cas, qui aujourd'hui remettent en cause même la doctrine algérienne dans le non-interventionnisme, par exemple. Même si la Constitution a été réformée pour permettre théoriquement à l'armée algérienne d'intervenir au-delà de ses frontières, mais d'un point de vue doctrinal, ça n'apporte pas vraiment un changement important. Voilà, globalement, je vais conclure et laisser peut-être, je reviendrai sur ces points selon les questions posées. Donc, on sent quand même qui a un gros potentiel. Donc, c'est un pays qui a différents potentiels humains, géostratégiques, économiques, mais en même temps, on sent qu'il y a une forme d'un épuisement du système et qui n'arrive pas à générer, en tout cas, une réelle dynamique sur le plan économique, même s'il y a eu quand même une certaine dynamique économique récemment portée par la flambée des hydrocarbures, principalement. Mais ça nécessite quand même des réformes structurelles importantes, que ce soit sur le plan politique, mais aussi économique. Je rappelle le système bancaire algérien à ce jour, les échanges, les transferts financiers se font de façon euh, très difficile, notamment. Donc, la bureaucratie, en quelque sorte, euh, devient un frein important. Et je dirais, voilà, je m'arrête là, peut-être, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Karim, pour cette présentation qui suscite beaucoup de questions. Et justement, je vais broder sur cette conclusion. Et j'avais cette question. Quelles sont justement les réformes structurelles dont l'Algérie a besoin aujourd'hui pour justement dépasser tous d'abord cette crise économique, mais aussi de sortir de ce statut d'État entier. Et d'abord, est-ce que l'État algérien a cette volonté de dépasser ce statut, au moins par rapport à la dépendance aux ressources naturelles, surtout dans un contexte mondial là où la question énergétique est au centre des politiques aujourd'hui? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que les autorités algériennes, les dirigeants algériens, depuis des années, je crois, affichent en tout cas une prise de conscience sur la vulnérabilité en tout cas de l'État par rapport par rapport au marché mondial et qui est lié à cette dépendance à l'exportation des hydrocarbures. Euh, mais en même temps, peut-être récemment, donc depuis au moins 3 4 ans, il y a eu quand même des investissements et en tout cas des investissements dans certains secteurs, notamment l'énergie renouvelable, l'énergie solaire par exemple. Euh, on voit déjà, on signe des contrats avec les Allemands sur l'hydrogène par exemple. Mais en même temps, euh, on sent quand même que pour le moment, c'est encore long. La dynamique reste encore très lente, en tout cas, la dynamique économique hors hydrocarbures, même si
je crois qu'il y a une augmentation de 5% de la production du PIB hors hydrocarbures qu'on peut féliciter. Mais en même temps, par rapport au potentiel du pays, ça reste très long, je dirais. Lié, bien évidemment, c'est pour ça que je dis que c'est lié, les deux, le volet politique, économique, même diplomatique, sont liés, parce que cette fragilité économique, l'absence de réforme est aussi liée, sur le plan économique, est aussi liée à l'absence d'un système politique capable en tout cas de créer des mécanismes, d'avoir des mécanismes de promotion, de promotion fondés principalement sur le mérite au lieu d'une promotion, je dirais pas tout le temps, mais quand même parfois clientéliste et qui va au dépens de prises de décision importantes, ne serait-ce que des réformes. Et puis la rente aussi crée une forme de démotivation par rapport à la prise de décision importante des réformes sociales, des réformes économiques, et partir sur une stratégie à long terme, à moyen et à long terme, et non pas je dirais, dans des stratégies de sortie de crise. Ce qui s'est passé depuis des années, c'est que euh, on réagit à des moments de crise, la chute des hydrocarbures, on sort la carte de diversification de l'économie, et puis progressivement, dès que le marché mondial devient propice, on perd un peu cet élan et on abandonne des projets. Je peux citer par exemple le projet Desertec, signé en 2013 avec les Allemands, et puis on le reprend en 2018, donc, je crois, puis on l'abandonne. Oui, c'est justifié par le fait que c'était un projet gigantesque sur lequel on a préféré plutôt des petits projets à multiplier, des petits projets par rapport à ce projet, mais il y a d'autres exemples aussi de projets abandonnés. Renault, par exemple, des projets d'installation de l'industrie automobile, par exemple. Tout cela s'évapore après quelques mois je dirais, de discours et de promesses. Aujourd'hui, certes, il y a eu des investissements dans ce sens. Pour le moment, tout est suspendu en même temps au cours des hydrocarbures. Si demain, il y a une chute brutale des prix du gaz et du pétrole, même si le contexte géopolitique ne prête pas à ce genre de prospective, mais voilà, en cas de chute, en tout cas brutale des cours, on risque de revenir, ça risque de fragiliser le pays et de freiner de fait tous ces projets d'investissement. C'était quoi? C'était ça, je crois, là. Je reviens au niveau politique, justement, ce lien entre la rente et l'autoritarisme ou le régime politique. Euh, dans quelle mesure la rente a participé au maintien du régime politique, je parle du système dans sa globalité, depuis des années, malgré les crises à tous les niveaux, politiques, économiques et sociales? Oui, comme je disais, la rente, quand elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire pas, c'est vrai que c'est un peu complexe, ça, puisque même lorsqu'on parle de rente, il n'y a pas que les hydrocarbures, même les pays dits non rentiers, comme la France, il y a toujours une part de rente d'un État rentier. Donc il y a toujours une partie des richesses qui vient de l'extérieur, en tout cas. Mais dans le cas algérien, bien évidemment, le fait que la rente s'appuie principalement sur les hydrocarbures, ce qui fait que l'économie du pays dépend des hydrocarbures et dépend de fait de la redistribution de l'État, donc de ceux qui tiennent les rênes au sein de l'État. Cela crée une forme de clientélisme, bien évidemment. Les investisseurs sont choisis en fonction
de l'allégeance, comme je disais tout à l'heure, et non pas en fonction des compétences. Donc, c'est ça aussi le facteur ce qui freine, au moins participe à freiner le développement économique des pays. En partie, la théorie de l'État rentier, oui, peut expliquer dans ce sens l'absence, en tout cas, de développement ou le fait que ces pays, les pays rentiers, ne rejoignent pas les pays émergents sur le plan économique. Euh, et puis, donc, la redistribution clientéliste, l'achat de la paix sociale. Donc, le- là, les plus, euh, on peut le comprendre à travers la construction, par exemple, du logement. La construction de logement se fait par toujours comme une manière de gérer une crise démographique et non pas comme une façon de répondre, je dirais même j'utilise un terme un peu idéaliste, au bien-être de la société. C'est-à-dire construire des logements avec des critères qui prennent en compte le bien-être, au moins sur le plan sécuritaire, ou un minimum, je dirais, de confort. Mais la construction des logements, souvent, se fait de façon accélérée. Donc, on va construire, on va vanter, d'ailleurs, les autorités vont vanter la construction de 3 millions de logements sur telle ou telle période, mais lorsqu'on regarde concrètement des cités ou des zones qui ont été construites, beaucoup ne répondent pas, ni sur le plan architectural, ni sur le plan social, par exemple. Ça crée plutôt, pour certaines zones, des lieux plutôt qui favorisent même la délinquance, etc. Comme on a vu en France ou aux États-Unis, dans les grandes villes, notamment occidentales, par exemple, dans les années 60-70. C'est à peu près le même, je dirais, scénario qui risque de se répéter. Alors, je vais ouvrir les questions pour le musique, comme s'il y a des questions, et puis j'aurai d'autres à te poser. Alors, je voudrais proposer la première question. Elle concerne le soutien historique de l'Algérie au moment de libération nationale et qui a contribué à consolider son prestige dans les pays en voie de développement et qu'il soit africain ou arabe tout suscitant des inquiétudes dans les pays occidentaux. Et donc, comment l'Algérie pourrait-elle équilibrer son caractère réactionnaire historique dans les domaines diplomatiques, surtout dans les relations avec l'Occident? Oui, il y a peut-être même deux questions dans une. C'est vrai que sur le plan diplomatique, lorsqu'on regarde l'histoire du pays, après l'indépendance, l'Algérie, comme je disais, l'héritage révolutionnaire de la guerre de libération a propulsé l'État algérien au devant, je dirais, du mouvement du tiers-monde et des mouvements indépendantistes. L'Algérie a soutenu des mouvements indépendantistes financièrement, même militairement en Afrique par exemple, mais aussi en Amérique latine, en Asie. On peut rappeler le terme de Alger, la Mecque des révolutions. Ce n'est pas, je crois que c'est un terme qui qualifie réellement l'activisme diplomatique de l'Algérie dans les années 60-70. L'Algérie, même, il y a eu même des prises de risque, même des prises d'opposition qui lui ont valu des tensions avec les États-Unis, par exemple. Il y a eu même une rupture diplomatique entre Alger et Washington, par exemple, liée à ces prises de position sur le conflit israélo-arabe, par exemple, à l'époque, même si aujourd'hui on parle plutôt de conflit israélo-palestinien. Et puis, je rappelle aussi les liens entre Alger, le rôle que Alger avait joué dans la défense de l'anti-apartheid, donc de la fin du régime
sud-africain, donc l'apartheid en Afrique du Sud. Ça a été d'ailleurs reconnu par Mandela à sa sortie de prison. C'était le premier pays à visiter. Donc il y avait un soutien. Je rappelle que Mandela et les autres militants s'étaient même entraînés dans des camps d'entraînement, s'entraînaient militairement par les Algériens. Voilà. Donc cet élan révolutionnaire, comme je disais, a joué un rôle important sur la cause palestinienne. Il y a quand même, l'Algérie reste constante dans ses prises de position. Donc, il n'y a pas de changement de position par rapport à ça. D'ailleurs, aujourd'hui, comme on peut le voir, ça fait partie des rares pays de la région qui continuent à soutenir la cause palestinienne. Alger profite aussi de sa position comme membre, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour porter la voix des Palestiniens. Bien évidemment, on peut pas, ça reste une position élogieuse, si vous voulez. Mais en même temps, ce qu'on observe, c'est que ça s'éloigne en quelque sorte, cet héritage s'est effrité même avec le temps. La rupture que je citais depuis la crise, donc la chute, le contre-choc pétrolier 86, qui a entraîné le pays dans une crise économique puis politique, avec notamment qui s'est enchaînée avec cette parenthèse, je dirais, démocratique qui a échoué, on peut le qualifier comme on veut, mais en tout cas qui a été suivi par la décennie noire, donc une dizaine d'années de guerre, j'utilise pas le mot guerre civile pour multiples raisons, mais en tout cas de violence terroriste. Tout cela a contribué à une forme d'effacement de la. Donc aujourd'hui, revenir au sein régionale et internationale, comment dire, je fais face à plusieurs défis. D'abord, de l'intérieur, donc on a perdu c'est-à-dire il y a la chaîne de continuité, si vous voulez, les diplomates qui avaient été formés pendant la guerre de libération, mais aussi après, sont partis, la plupart. Donc les jeunes générations qui arrivent, elles arrivent dans un contexte, dans un environnement régional, géopolitique, aussi mondial, très tendu, complexe aussi. Les revirements que je citais tout à l'heure au Mali, au Niger, font partie de tous ces défis auxquels Alger va devoir faire face. Mais, comme on dit toujours, la politique étrangère commence à l'intérieur. Donc, on revient toujours à cette question pour moi, c'est une question globale. Euh, Ça a refondé en tout cas le système de façon globale au niveau économique, politique et diplomatique qui va permettre de créer peut-être une dynamique nouvelle. Voilà. Justement, je, je, je veux rebondir sur cette question-là et bon, dans la suite des idées par rapport à la crise de la fin des années 80. Et à l'époque, certains chercheurs ont expliqué l'avènement les événements de 88, puis ce qui est parvenu par la suite, justement par la crise de l'État entier. Est-ce que on peut aujourd'hui, si on essaye d'expliquer le Hirak, est-ce qu'on peut faire appel à ces mêmes explications par rapport à une crise de l'État entier dans ces années-là, 2017-2018? Une bonne question aussi. Oui, c'est vrai que la théorie de l'État rentier, comme je dis, elle peut expliquer la corrélation entre la rente énergétique, ou la rente tout simplement, et les crises économiques et politiques, en tout cas les crises internes. Oui, il est vrai qu'à chaque fois qu'il y a en tout cas une crise énergétique sur le marché mondial, bien évidemment par la chute des cours pétroliers et gaziers, ça se traduit rapidement d'ailleurs par une crise économique puis politique.
le contre-choc pétrolier 86 a créé en quelque sorte le lit, a fait le lit en quelque sorte au désarroi d'une jeunesse à l'époque, qui se trouvait au chômage, avec un accroissement démographique important. La jeunesse à l'époque, qu'on appelait même hétiste, le terme hétiste, c'est-à-dire une jeunesse qui passe toute la journée comment dirais-je, en s'appuyant au mur, le dos collé au mur. C'est ça le terme hétiste à l'époque. Donc tout ça a fait le lit de cette colère qui s'est déclenchée en 88 par des émeutes à l'époque. D'ailleurs, on revient aussi à cette culture d'émeute par laquelle on a toujours qualifié les populations de la région, non seulement algérienne. Oui, donc en partie, oui, la rente peut expliquer des facteurs économiques, mais des facteurs socio-économiques qui ont contribué à ces tensions et à cette crise, mais pas tous. Parce que on est aussi dans une forme, dans les années 80, on est aussi dans une forme d'épuisement déjà du système, donc d'un système fondé après l'indépendance et qui a, avec le parti unique, et qui voyait, donc on voyait déjà, cette crise est aussi le fruit ou le résultat, en tout cas, de cet épuisement. On peut aussi rajouter d'autres facteurs sur la décennie noire, par exemple, la violence de l'époque, elle ne peut pas s'expliquer uniquement par la situation économique, donc liée à la rente. Mais il y a aussi l'idéologie, l'islamisme radical, par exemple, qui a poussé dans les années 80. Voilà, donc pour moi, c'est multifactorial et c'est des situations complexes. Le Hirak, justement, répond à cela. Le Hirak, euh, aujourd'hui, bien évidemment, la situation économique et sociale peut expliquer en partie l'émergence, le déclenchement du Hirak, parce que depuis 2014, il y a eu les hydrocarbures ont connu donc, un recul des prix notamment par rapport au gaz du schiste américain, parmi d'autres. Et progressivement, l'État algérien commençait à se trouver dans une situation de difficulté. Et je rappelle qu'en 2020, par exemple, l'État algérien a divisé par deux le budget. Le budget. Et cela, bien évidemment, traduit le fait que oui, la rente pétrolière contribue. Et puis les classes moyennes, donc, qui ont émergé dans les années 2000, commencent rapidement avec des enseignants qui ont vu leur salaire doubler dans les années 2000, d'autres fonctionnaires également, des recrutements de masse au sein de la fonction publique. Mais depuis 2014, l'État commence déjà à réduire les investissements. Donc, plusieurs projets s'arrêtent. Et puis, donc, le pouvoir d'achat des Algériens se rétrécit. Donc, ça aussi contribue d'un point de vue socio-économique. Mais ce n'est pas tout, ça ne peut pas expliquer tout, parce que l'émergence du Hirak revient aussi à d'autres facteurs comme la longévité des mandats, la longévité de la présidence Bouteflika. 4 mandats finis, ils se prêtent à se présenter un cinquième mandat dans un état de santé très détérioré. Donc, à l'époque même, au moment même où Bouteflika se présentait, ou en tout cas était présenté pour un cinquième mandat, il faisait des allers-retours entre les hôpitaux, notamment en Suisse, pour se soigner. Donc, les Algériens ne voyaient plus leur président à la télé, par exemple, alors que au moins les 2 premiers mandats, il était omniprésent dans les médias officiels algériens. Donc, cette absence contribue également. L'état de santé de Bouteflika, qui se présente pour un cinquième mandat, était reçu comme une humiliation de trop, en tout cas. On peut rajouter aussi d'autres facteurs. Internet. Rappelons, on s'est toujours posé la question, beaucoup de chercheurs et autres se sont posé la question pourquoi les Algériens n'étaient pas sortis dans la rue en 2011, par exemple. Et je rappelle quelques faits, comme la présence d'Internet qui était
très peu présente en Algérie comparée à l'Égypte, à la Tunisie, par exemple, en 2011, en tout cas au début des années 2010. Je crois l'utilisation d'Internet est passée, ça vous donne une idée, en 2016, c'était à 8%. Et ça passe à 80%, je crois, en 2020, 2019. Vous voyez la différence. Non, c'est plutôt 8% l'utilisation de la téléphonie mobile et qui passe à 106% en 2019. Ça donne une idée. Pareil pour la présence Internet, c'était dans les environs 20-30% et qui passe à 70% en 2019. Donc les réseaux sociaux, par exemple, en 2011, j'avais très peu de contacts d'Algériens sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, ça donne une idée un peu concrète de cette évolution. Et puis l'éducation, donc 2019, comparé à 88 par exemple, pourquoi la culture d'émeute par exemple a changé pour plusieurs raisons en même temps. La, la- 2019, il y a quand même, je parlais de la classe moyenne, donc une jeunesse beaucoup plus éduquée, donc dans le sens d'études, bien évidemment, par rapport au passé. Voilà globalement différents facteurs qu'on ne pourrait pas expliquer. Donc l'ouverture, quand on parle d'Internet, c'est aussi la contribution à l'ouverture ce qui n'était pas le cas auparavant. Beaucoup d'Algériens lire la presse, un quotidien, on reçoit le quotidien parfois 3 jours après sa sortie. Vous voyez un petit peu en termes d'information, ça change complètement la donne. Lorsqu'on se lève de son lit, avant même de se lever, on peut lire la presse sur son portable. Voilà, ça contribue également à la prise de conscience, à voir ce qui se passe dans le monde. On voyait à travers les réseaux sociaux des comparaisons, par exemple, via des images, des vidéos, lorsqu'on voyait un ministre suédois rentrer chez lui à vélo, et puis un ministre algérien qui rentre avec une centaine de véhicules blindés, voilà, la sécurité avant comment dirais-je, qui l'accompagne. Tout ça frappe les esprits, contribue à cette prise de conscience et à la volonté, en tout cas, de manifester ou de changement, bien évidemment. Merci beaucoup pour ce sujet assez riche et qui nécessite peut-être une journée d'études. Mais vous avez évoqué la position algérienne euh, unique dans son genre par rapport à la cause palestinienne. C'est-à-dire, l'Algérie est l'un des rares pays qui reste dans la région qui soutient la cause palestinienne. Mais c'est ce qui est tout à fait, je suis d'accord. Mais vous savez, tous les pays arabes, quand il y a un problème interne, ils soutiennent la Palestine. Sans soutenir, sans présenter quoi que ce soit. Les Palestiniens, ils n'ont même pas besoin de ce soutien verbal qui exploite leur tristesse pour réaliser des projets de politique interne. L'Algérie, comme la Syrie, comme d'autres pays, il ne cesse de soutenir la cause palestinienne, à tel point que bientôt peut-être, on va les supplier de ne plus la soutenir verbalement et de se taire, parce que en se taisant, peut-être, elle bénéficiera plus du vrai soutien de la population algérienne. Alors, c'est là où il faut distinguer, à mon point de vue, entre le soutien réel et sérieux de la population algérienne, syrienne, jordanienne, et le non-soutien et l'exploitation des États arabes de la cause palestinienne.
Oui, merci pour l'intervention. Vous avez raison également sur le fait que les dirigeants des pays de la région globalement jouent sur la cause palestinienne comme, je dirais, comme un moyen aussi de légitimation. C'est que, bien évidemment, ils sont conscients que la cause palestinienne est très chère ou elle est soutenue par les populations. Il y a eu un sondage, d'ailleurs, c'est vous qui publiez un sondage 2020 voilà, 2020. Donc, je rappelle, oui, par exemple, les Algériens étaient à 99% pour la cause palestinienne. Et les dirigeants algériens le savent, bien évidemment, et ça joue aussi le fait de soutenir la cause palestinienne. Ça contribue en quelque sorte à une forme de légitimation, mais aussi de, de séduire en quelque sorte le soutien de la population algérienne dans ces rangs. Voilà. Mais je dirais que c'est plus complexe que ça en tout cas. Oui, ça fait partie. On ne peut pas l'exclure. Le jeu de politique intérieure par rapport à la diplomatie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas inné, ce n'est pas propre aux dirigeants algériens, mais à d'autres pays, d'autres États en tout cas de la région. Et je vous rejoins là-dessus. Merci. Euh, j'ai l'impression que votre approche, votre vision, elle est presque technique. Elle n'est pas politique. Pourquoi? Parce que, à mes yeux, l'Algérie ou pas l'Algérie, les pays arabes entiers ou pas entiers sont en harmonie avec leur politique, puisqu'il y a un Occident euh, hypocrite qui les encourage à rester sur cette voie. Donc, je pense que vous donnez beaucoup d'importance aux facteurs euh, intérieurs et vous ne donnez pas assez d'importance aux facteurs extérieurs. Donc, l'Occident aide ces régimes, aide l'Algérie. Ce qui l'intéresse, c'est les hydrocarbures. Et voilà, ces peuples ne méritent pas de démocratie. Assurez-nous le pétrole. La preuve, vous parlez du Hirak. Le Hirak n'a pas été encouragé par l'Occident. Contrairement, voilà, j'ai l'impression que, est-ce que vous avez traité ça dans le livre que je n'ai pas lu, mais d'après moi, vous faites abstraction de l'élément extérieur. Et quand je parle d'extérieur, je parle, regardez, le Maroc, ce n'est pas un pays entier. On n'encourage pas le Maroc pour changer de politique. La Tunisie, à l'époque de Ben Ali, les ministres français passaient leurs vacances en Tunisie. C'est pas un pays entier. Donc voilà. Donc cet Occident, ce qui l'intéresse, c'est cette fausse paix qui est assurée par la France. Merci. Oui, c'est abordé dans le livre. Oui, je suis resté un peu par rapport à la thématique du jour. Oui, il est vrai que, moi je dis la situation d'un pays, la responsabilité première du pays revient à l'intérieur. Après, est-ce que l'Occident, ou plus largement, les acteurs étrangers à un pays, à l'Algérie, par contre, contribuent à la situation? Oui, bien évidemment, le premier, je dirais, la priorité des partenaires étrangers, que ce soit en Occident, plus largement, les États-Unis, l'Union européenne, en France ou leur priorité, c'est la stabilité du pays, de l'État. Vous le dites, bien évidemment, c'est l'intérêt. Donc les États étrangers défendent leurs intérêts en Algérie. Et la stabilité pour eux, c'est ce qui garantit la pérennisation des échanges, notamment ce qui concerne les ressources énergétiques. Euh, mais en même temps, comme je dis, la décision revient à l'intérieur. C'est-à-dire,
à chaque moment que au sein de l'État algérien, on veut prendre une décision contre telle ou telle, y compris puissance, on le fait. Lorsqu'on a décidé, par exemple, de réduire l'importation du blé français, on l'a fait. Je ne dirais pas que les autorités françaises étaient plutôt favorables à cela, mais ça a été fait. Lorsqu'on décide de signer des contrats d'investissement sur tel ou tel secteur, par exemple, le phosphate, la production du phosphate signée avec des Chinois. Donc, on crée ce qu'on appelle une joint venture, donc une société commune. C'est fait. L'armement, par exemple, on décide que la Russie soit le premier fournisseur d'armes de l'Algérie. Les États-Unis, avec toute sa puissance, en tout cas, y compris coercitive, n'a pas changé ça. Même si les Algériens, bien évidemment, ont toujours su à maintenir une forme d'équilibre entre ces différentes puissances. C'est- Voilà, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison sur le fait que, et c'est d'ailleurs, c'est écrit, c'est dit, que le premier pour eux, si c'est à choisir entre démocratisation avec un régime ou des dirigeants dont ils ne connaissent pas, je dirais, l'orientation, ou la stabilité avec un régime ou un système autoritaire qu'ils connaissent, qu'ils peut-être même ils maîtrisent non moins, qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent, le choix serait rapidement fait. Je peux vous citer même en 2007, un sénateur américain qui disait clairement, y compris sur l'Algérie, oui, on sait qu'il y a des dépassements en termes de liberté d'expression, les droits humains, etc. Mais notre intérêt, l'intérêt principal des États-Unis, c'est la stabilité du pays avant tout. Voilà, donc oui, c'est la réalité malheureusement, mais le changement, c'est pour ça que la question même de est-ce que la démocratie peut s'imposer de l'extérieur, mais ça revient à mon sens, tout changement doit venir de l'intérieur. Bonsoir, merci de me donner la parole. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bureaucratie algérienne. Vous avez dit qu'elle fonctionnait visiblement plutôt mal. Donc la question que je vais vous poser ce soir, c'est selon vous, pourquoi est-ce que la bureaucratie algérienne fonctionne mal et quels sont les mots à ces dysfonctionnements? Merci. C'est difficile d'y répondre, c'est pareil, donc c'est très complexe. La bureaucratie, il y a une culture de gestion qui s'installe, il y a un héritage de la bureaucratie française, ça fait partie des butins de guerre peut-être. Il y a aussi la rente pétrolière contribue. Je reviens au recrutement clientéliste, par exemple. La bureaucratie aussi, parce que lorsqu'on revient aussi à cette volonté de créer un État centralisé, un État fort centralisé, donc avec une administration conséquente et qui devient de fait un frein à l'investissement, un frein à une gestion rapide, notamment en temps de crise, etc. En tout cas, la gestion quotidienne même des affaires économiques, notamment du pays. Et puis, la bureaucratie est aussi un moyen de contrôler, c'est-à-dire le fait de ne pas libéraliser. Quand je dis libéraliser, attention, je parle pas d'un système libéral sur le plan économique, mais en tout cas, un système dans lequel tout ne doit pas être géré. Je vous donne peut-être des exemples. Le transfert d'argent, donc un investisseur à une entreprise en Algérie, si elle veut même étrangère, si elle veut transférer de l'argent vers l'étranger, il faut demander une autorisation à différents ministères, je ne rentre pas dans les détails, pour avoir donc cette autorisation et sortir l'argent. Je ne peux pas rentrer dans, je ne maîtrise pas non plus sur le plan économique, mais je donne des éléments par rapport à la bureaucratie. Voilà comment la bureaucratie peut devenir un simple papier, par exemple, qui pourrait être fourni en quelques heures, par exemple, peut tenir plusieurs semaines. Mais ça,
corruption. Parce que quand il y a de la bureaucratie, que vous devez attendre un mois à deux pour faire entrer votre marchandise, vous êtes tenté par accepter ou même corrompre un agent, etc., en tout cas au sein de l'administration. Voilà comment, y compris la bureaucratie, contribue à la corruption. Donc la lutte contre la corruption devrait passer également par une gouvernance plus transparente, mais surtout plus fluide, avec une administration plus efficace. Est-ce que créer on a créé plus de wilayas, c'est-à-dire plus de départements en Algérie, est-ce que ça répond à la question, au problème, en tout cas de bureaucratie? À voir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres moyens, ne serait-ce que décentraliser déjà la gestion du pays. C'est un pays gigantesque. Quelqu'un qui investit, ou même un citoyen qui vit dans le sud, il y a eu quand même une décentralisation sur pas mal de situations, mais ça reste encore limité. Donc, oui, voilà, pareil, des exemples un peu de bureaucratie. Voilà. Et le poids aussi de cela sur la gestion, je dirais, du pays. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question qui porte sur le domaine un peu plus socio-économique par rapport justement à la population algérienne. Donc la question, en fait, c'est est-ce qu'on doit justement s'attendre à une nouvelle révolte potentiellement de la population? Je vous explique. Quand on regarde justement comment vivent aujourd'hui les Algériens, les difficultés auxquelles ils font face, notamment du fait du blocage des importations. Donc il y a une inflation vraiment très importante en Algérie, même sur des produits de première nécessité. La corruption tentaculaire, comme vous l'avez vu, donc les lourdeurs administratives, l'état du domaine de la santé en Algérie, les hôpitaux. Aussi, certes, il y a de la sécurité, mais on peut parler aussi d'une sécurité, on va dire, automobile, du fait justement d'absence de concessions automobiles en Algérie. C'est très difficile de se procurer des pièces automobiles en Algérie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des voitures en Algérie ne sont pas fiables, en fait, et peuvent produire justement de gros accidents. Également, le domaine des routes qui sont vraiment détériorées. Parfois, sur des autoroutes, on peut retrouver des dodans en pleine autoroute à 120. J'en ai fait l'expérience chez Adesmed. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Est-ce que aujourd'hui, l'Algérie, c'est une bombe atomique? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose qui va arriver dans les prochains mois? Parce que quand on parle avec la population, justement, on voit vraiment beaucoup de négativité, de désespoir. Et voilà, je me demandais ce que vous en pensiez. Oui, en effet, c'est vrai que la situation sociale, même sur le plan économique, oui, il y a eu, je reviens à la flambée des cours du gaz et du pétrole. Je rappelle juste que les réserves d'échange de l'Algérie passent de 2021 à 2023 de 43 milliards de dollars à 85 ou 6 milliards de dollars, donc plus que doublé, ce qui est une bonne chose, mais ça permet donc d'investir, ou en tout cas au moins de soutenir une certaine dynamique économique qui, je rappelle bien évidemment, on pourra être un petit peu peut-être indulgent. Je rappelle le contexte aussi lié à la stagnation mondiale, donc du marché mondial lié à la Covid, lié à la crise de la Covid, puis la guerre en Ukraine qui a provoqué une crise au niveau du prix, par exemple, l'inflation que vous citez. L'inflation en Algérie en 2023 était de près de 14%. Là, cette année, c'est 9 à 10%, ce qui est énorme. Énorme. Oui, le pouvoir d'achat des Algériens s'est fragilisé. On voit, les classes moyennes, les couches populaires sont les plus touchées. Des pénuries, oui, il y a 2 jours ou 3 jours, il y a même une grève lancée par les transporteurs qui ne trouvent plus de pneus de rechange, par exemple. Donc, il y a des pièces de rechange introuvables. Tout cela crée, oui, crée une situation de tension, une situation tendue qui s'ajoute à la situation politique déjà, des arrestations, la fermeture de l'espace, je dirais, public, politico-médiatique,
tout ça contribue à une forme de désarroi qui s'est traduit d'ailleurs par une abstention, je dirais même record de la présidentielle. Euh, Après, oui, révolte ou pas, il est difficile, je crois, il n'y a aucun chercheur, aucun expert nous dira que oui, il va y avoir une révolte ou pas. Les conditions, certes, elles sont réunies. Il y a une colère, en tout cas, à laquelle les dirigeants n'ont pas répondu. Sur le plan économique, comme je disais, il y a une certaine dynamique, mais elle reste, pour le moment, elle ne répond pas, en tout cas, aux attentes de la population algérienne, aux besoins. La production locale est encore loin de satisfaire la consommation locale. Donc, on importe toujours. Et cette importation, bien évidemment, dépend du marché mondial. C'est ça la question. Et le pire de ça, on bloque l'importation de certains produits sans les produire au niveau local. Un véhicule en Algérie coûte plus cher qu'un véhicule équivalent en France. Quand je dis plus cher, c'est même en tenant compte le change donc, en euros. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un pays où le SMIC est équivalent à 90 euros mensuel. Euh, Voilà. Donc, c'est compliqué, oui, pour la vie quotidienne. Mais est-ce que c'est ça qui va déclencher? Non, c'est plutôt conjoncture. euh, conjonction de plusieurs facteurs qui, comme je disais en 2019 avec le Hirak, ce n'est pas un facteur, ce n'est pas le facteur social seulement, ce n'est pas Internet seulement, ce n'est pas une prise de conscience seulement, mais ça, je dirais, un ensemble de facteurs qui peut, oui, c'est une bombe à retardement en tout cas. Et on observe aussi une recrudescence ce qu'on appelle les haragas, donc ceux qui quittent le pays de façon illégale via des zodiacs ou autres moyens. Excusez-moi, j'ai une deuxième question, un peu plus positive cette fois-ci. On se tourne vers l'avenir. Quelle est votre vision justement pour l'Algérie, contrairement justement à ces dirigeants, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Et je trouve, moi, pour ma part personnellement, qu'il n'y a pas vraiment une vision stratégique à long terme pour l'Algérie. Mais je voudrais vraiment avoir votre avis justement pour justement, vous me disiez ce que vous pensez des projets en fait, qui vont être mis en place, donc enfin, qui sont déjà mis en place pardon, actuellement et qui vont aboutir dans les prochaines années. Voilà, vraiment de la vision stratégique du gouvernement algérien. Oui, on revient à la conclusion du départ. Oui, moi, je suis naturellement optimiste, donc je reste optimiste sur l'avenir du pays, mais voilà, avec un mais, la situation, comme je disais, du moment où il n'y a pas de réforme structurelle importante, oui, on a réformé par exemple la question de la loi 49-51 par rapport à l'investissement étranger. Donc, un investisseur étranger n'est plus obligé de trouver un partenaire algérien, par exemple. C'est une bonne chose, mais en même temps, le climat qu'on observe aujourd'hui, un investisseur étranger, il s'informe sur la situation. Je reviens toujours à la question de l'état de droit. Dans un pays où on s'inquiète d'être arrêté parce qu'on a une opinion, par exemple, ça peut-être n'attire pas forcément un investisseur étranger qui pourrait se dire, donc, si jamais, pour raison X ou Y, donc on pourrait me fermer mon usine ou autre. Donc, en tout cas, on est en train de rassurer, comme je disais, il y a des réformes, quelques changements, mais sur le plan politique, ça reste encore figé. Sur le plan économique, pareil, donc on revient, comme je dis, le système bancaire, c'est à refonder. Euh, voilà. Aujourd'hui, même dans des pays africains, beaucoup de pays africains qui, il y a 20 ans, étaient dans des situations dramatiques sur le plan économique et social. Aujourd'hui, le système financier fonctionne même avec la téléphonie mobile. On peut acheter, payer avec son téléphone. Donc, Internet, par exemple, il y a eu une étude sur la région MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient,
qui conclut le fait que l'intégration d'Internet dans le système économique, par exemple, de la région, augmenterait de 40% le PIB des pays. Et l'Algérie, donc, inclus dans cette perspective. Vous voyez, l'Internet, pour le moment, reste très en retard par rapport à d'autres, ce qu'il fallait en tout cas faire, même si elle est en progression. Je voulais vous demander la part du privé, enfin du secteur privé. Est-ce qu'il commence à augmenter ou est-ce qu'on va lui donner un peu plus de place qu'on lui laissait jusqu'à maintenant, quoi, parce que c'est important dans l'économie, dans le développement économique. Tout à fait. Alors, je ne saurais pas donner des chiffres ou autres. C'est vrai que ce qui s'est passé, donc on revient un peu à 2019, donc la chute de Bouteflika a entraîné la chute aussi avec lui de plusieurs hommes d'affaires, investisseurs, hommes d'affaires qui étaient proches à lui. Ne citer que Ali Haddad, par exemple, dans le secteur du BTP. Tout cela a provoquer une forme d'effondrement, en tout cas de paralysie en tout cas du secteur privé. Et puis, les investisseurs, même ceux qui n'étaient pas inquiétés par l'opération dite main propre, donc dans le cadre de la lutte contre la corruption ou lutte des clans, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, ça crée une ambiance, en tout cas, d'inquiétude qui a fragilisé à un certain niveau le privé. Donc aujourd'hui, c'est un vrai challenge, je dirais, un défi pour les autorités algériennes de rassurer le climat d'investissement et de rassurer le privé, y compris soit local ou étranger d'ailleurs. Donc, pour le moment, il n'y a pas. Je donne des exemples, par exemple, le partenariat avec la Chine. Le partenariat avec la Chine a donné lieu à des échanges économiques importants, des contrats dans l'exploitation du phosphate, du fer, des infrastructures, etc. Mais il y a très peu d'investissements chinois sur le territoire algérien. Il n'y a pas de sociétés chinoises qui produisent dans différents secteurs en Algérie. Euh, voilà, à part par exemple la France par exemple détient
Merci.